Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, je suis contente de vous retrouver. Nous allons parler bien entendu de mes petites lectures de la semaine. Je vais vous présenter tout cela, installez-vous confortablement, nous allons commencer. Voici le petit tas de lectures que j'ai fait. Il y a des livres, bien entendu, romans petits et grand format, et on a des BD. J'ai pas lu de manga cette semaine, donc on va commencer à voir tout cela. Je vais commencer par les BD parce que ce sont des suites de séries que j'avais déjà commencé, donc je vais pas non plus passer 3 heures à en parler vu que je l'ai déjà fait précédemment. Alors j'ai lu un second tome qui est celui-ci, 5 avril, le deuxième tome qui s'appelle Le Roi Assassin aux éditions Dupuis. C'est fait par Duval, Monin et Bussy. Le premier tome j'avais beaucoup apprécié. Nous sommes dans les années 1514 dans ce livre-ci, et on va suivre le personnage de 5 avril qu'on voit ici sur la couverture, qui est un bébé. Donc à l'époque c'était un bébé qui a été déposé aux portes d'un château. Il avait comme seul bagage entre guillemets un collier qui portait autour de son cou, un collier de très bonne qualité. Il a été directement adopté par les habitants de ce château et il a été même pris sous l'aile d'un certain Léonard de Vinci. 5 avril va grandir évidemment, il va continuer sa formation auprès de Léonard de Vinci, et puis une fois devenu plus âgé, il va participer à l'histoire de son époque, on va dire. Il va prendre part à plusieurs intrigues, il va être mis au courant de plusieurs secrets. Donc il y a ça d'un côté, et il y a aussi toujours la recherche de son identité, la recherche de sa mère exactement. Donc on va poursuivre ce genre de quête avec plein d'intrigues, plein de secrets, plein de batailles assez épiques à l'épée, etc. C'était vraiment très très chouette. J'ai beaucoup apprécié cette seconde BD également. J'aime beaucoup cette histoire, je la trouve très intéressante. J'aime beaucoup aussi les dessins. On a ce genre de planches comme ceci. Donc moi ça me plaît beaucoup, en plus dans cette ambiance avec Léonard de Vinci, en tout cas il y a sa marque qui est présente. Le personnage de 5 avril, c'est un chouette personnage, c'est un jeune homme vraiment avec beaucoup de bonté, de générosité, des principes. Il fait de son mieux en tout cas pour être toujours du côté du bien malgré les dangers. Donc voilà, une petite BD très sympa que je vous recommande si vous aimez ce style. Donc il y a celle-ci que j'ai lue. J'ai également continué la série Zombielenium avec le 3e et le 4e tome. Elles sont grandes ces BD, donc je les ai achetées hier et en fait je les ai lues directement en rentrant. J'adore cette série, je vous en ai déjà parlé. On se retrouve toujours dans la même thématique, donc c'est-à-dire qu'il y a un parc d'attractions qui s'appelle Zombielenium, où les gens qui y travaillent ont la particularité d'être en fait réellement des créatures surnaturelles, des vampires, des loups-garous, des squelettes vivants, des momies, tout ce que vous voulez, des sorcières, etc. Et on suit un petit peu tout ce qui se passe dans ce parc, et j'aime vraiment beaucoup la tournure que prennent ces tomes 3 et 4. J'ai vraiment hâte de pouvoir continuer. Il y a 6 tomes je pense de cette série. Au niveau des planches, j'aime beaucoup aussi, c'est comme ceci. Après on s'attache assez aux personnages, ils sont tous très intéressants. Il y a toujours Gretchen la sorcière qui est fort présente. Il y a pas mal de petits secrets aussi autour de ce parc, et des objectifs aussi de ce parc. Donc voilà, c'est vraiment super chouette. Il y a beaucoup d'humour aussi, donc j'ai lu ces tome 3 et tome 4. Je vais passer au roman. Je vais d'abord commencer par celui-ci, c'est Aliénor, fille de Merlin, le second tome. C'est écrit par Séverine Gauthier aux éditions École des loisirs. C'est un très joli livre, j'aime beaucoup les couvertures. J'avais lu le premier tome la semaine passée. J'ai eu envie de continuer parce que je trouvais que l'histoire était vraiment sympa. Là vous avez la couverture du premier tome, la couverture du 3e tome que j'ai dans ma palle. Ici c'est donc le second. Il y a toujours plein de détails au niveau de la couverture comme vous pouvez le voir. Et à l'intérieur c'est super joli aussi parce qu'on a ça.
Voilà, des petits champignons avec des genres de plantes, fougères et petite tête de mort. Donc ici, second tome. On suit toujours Aliénor qui est la fille de Merlin. Merlin qui a eu un petit accident étant donné que, à sa grande surprise, il a été tué par le cri d'une mandragore que Aliénor avait découvert. Donc ça aussi c'est extrêmement rare. Merlin, de par son statut, de par son sang, n'est pas censé être atteint par le cri de la mandragore. Mais en fait, dans le premier tome, la mandragore crie quand Aliénor la retire de terre et elle n'a rien du tout. Et Merlin tomberait de mort et son fantôme arrive. Donc il y a toute la quête pour en fait ressusciter Merlin dans le premier tome. Ça continue ici dans le second tome avec pas mal de petits rebondissements. On a toujours les personnages. Donc ici on va retrouver Lancelot du lac. Il y a aussi ce personnage qui va un peu prendre plus de place dans ce second tome avec Aliénor. Il y a toujours la quête pour sauver, pour que son père Merlin reprenne sa forme humaine. Il y a la menace de l'Ankou, donc la mort qui tourne un petit peu autour de Merlin pour l'emmener avec lui. Bref, c'est vraiment très très chouette comme lecture, c'est très très bien écrit, c'est fluide, il y a des petites illustrations de temps en temps dans le livre. Je vais essayer de vous en trouver. Il y en a pas partout, hein, donc il y a vraiment, c'est un livre où il y a beaucoup de textes, mais de temps en temps, on a une petite illustration comme ça, en noir et blanc. C'est vraiment sympa. Franchement, on est dans l'univers magique de la forêt de Brocéliande, comme je vous l'avais déjà dit. On suit Aliénor qui est un personnage attachant. On a Lancelot aussi qui est un personnage étonnant parce que Lancelot, on le connaît comme le preux chevalier, mais en fait ici, il est beaucoup plus jeune, c'est un adolescent et il a clairement pas le caractère qu'on lui donne habituellement. Donc il y a plein de très très chouettes éléments ici et c'est une petite série que je suis contente d'avoir découvert. J'ai le tome 3, donc je vais le lire sans doute très prochainement parce que j'aime vraiment beaucoup ces petites lectures jeunesse. Je continue avec une autre suite de séries, mais pas du même genre. Donc j'ai lu celui-ci qui est Le brouillard tombe sur Deptford, donc qui est un Anne Granger aux éditions 10-18. C'est la série des enquêtes de Lizzie et de Ben, Lizzie Martin et Ben Ross. Ceci est le 6e tome. Je vous ai déjà parlé en long, en large et en travers de cette série policière qui se passe à l'époque victorienne à Londres, que j'aime énormément. Donc ici, je m'étais pris le 6e tome pour pouvoir le continuer. Donc c'est toujours avec grand plaisir que je me plonge dans ces histoires. Donc ici, lors d'une nuit froide de novembre, eh bien, on a le personnage de Harry Parker, un docker, qui va tomber sur le corps d'une femme dans une ruelle de Deptford. C'est une ruelle très mal famée. Évidemment, c'est l'inspecteur Ben Ross qui va être contacté et qui va être chargé de cette affaire. Alors, il y a la question de savoir ce que faisait cette femme dans cette ruelle très mal famée. C'était pas un endroit très conseillé pour les dames. On va aussi découvrir que cette dame était Madame Clifford, donc une femme assez aisée qui avait une profession dangereuse, ma foi, assez pas illégale, mais bref, c'est pas spécialement la meilleure des professions qui existent pour avoir une longue vie, je vais le dire comme ça, pour pas vous dévoiler toutes les informations. Et du coup, on a Ben Ross qui s'occupe de cette affaire. Et de son côté, on a Lizzie qui va être plongée malgré elle dans une affaire scandaleuse parce que on a Edgar Willings qui est en fait le frère d'une de ses connaissances, une connaissance de Lizzie. Ce garçon est accro au jeu, il a des dettes incroyables et le souci c'est que Lizzie va apprendre que c'est le dernier à avoir vu cette Madame Clifford en vie. Donc du coup, les deux éléments vont être liés évidemment, vu que Ben, qui est amené à enquêter sur cette affaire, va évidemment devoir interroger le personnage de cet Edgar Willings.
Du coup, voilà, on va suivre cette affaire, on va suivre Ben, on va suivre Lizzie. Là, les deux sont fort présents dans cette enquête. Dans la précédente, j'avais l'impression que c'était plus axé avec Ben Ross, qu'on le suivait plus et que Lizzie était un peu plus effacée, entre guillemets. Elle est toujours présente, hein, mais qu'elle avait moins de place dans cette histoire. Ici, là, c'est de nouveau équilibré. Lizzie a des actions tout aussi importantes et ils échangent avec l'inspecteur Ben Ross. Donc, c'était une très très chouette lecture. J'ai beaucoup apprécié à nouveau. Je passe toujours un excellent moment quand je lis ces petits livres, ces petites enquêtes policières. Ça se dévore, en tout cas moi je les dévore. C'était très agréable de se retrouver dans cette ambiance, dans une affaire un peu particulière ma foi. Donc je vous recommande vraiment parce que c'est très agréable. Les enquêtes, les intrigues sont toujours bien construites. C'est très bien écrit, on se laisse porter, l'ambiance est agréable et les personnages sont vraiment top. Donc foncez, je vous recommande vraiment cette saga. De nouveau, attention, je vous le signale, il faut les lire dans l'ordre de parution parce que justement on évolue avec les personnages de Lizzie et de Ross. Donc c'est important de les lire dans le bon ordre. Alors je passe maintenant à celui-ci, donc c'est Les Abysses de River Solomon aux éditions J'ai lu. Oui, c'est bien ça, j'ai lu. Alors, c'est un tout petit livre, c'est un livre qui fait à peine 200 pages, 210 pages, et c'est écrit assez grand, comme vous pouvez le voir, pour un livre de poche. J'étais très curieuse de cette lecture, j'avais vu la couverture qui m'avait interpellée, et ça parlait un peu de sirène, d'ambiance sirène, donc je m'étais dit pourquoi pas. Donc je l'ai maintenant lu, et en fait, on nous raconte que à l'époque, donc il y a des années et des années, lors des déplacements de bateaux négriers, eh bien quand une esclave attendait un enfant, elle était jetée à la mer. Donc il y a eu plein de femmes comme ça qui ont été jetées à la mer. Évidemment, on pense que ces femmes se sont noyées, mais en fait, toutes ne sont pas mortes. Donc dans ce livre-ci, on nous apprend que toutes ces femmes ne sont pas mortes, qu'en fait elles sont adaptées et elles ont pu donner naissance à leur enfant et du coup se sont adaptés à ce nouvel environnement. Et ici on va suivre principalement une de ces femmes, une de ces sirènes, donc qui s'appelle Yetu ou Yetu, je sais pas comment on prononce. Bref, on va suivre cette sirène, cette femme qui possède tout le savoir de leur histoire. Donc c'est assez particulier. Donc c'est un concept assez particulier, c'est que à chaque fois il y a une personne qui est désignée comme le gardien, qui a du coup en elle, donc on transfère de personne en personne, il y a à chaque fois un gardien, on va dire une gardienne, qui est le réceptacle de toute l'histoire de ces femmes depuis des années, des générations, et tout est stocké dans sa mémoire, dans sa tête, et les autres femmes, les autres sirènes, eh bien elles n'ont aucun souvenir. Donc c'est très important comme rôle, ça permet aux autres de vivre libérée du passé, on peut dire ça comme ça, mais du coup pour la personne qui est porteuse de toute cette mémoire, de tous ces souvenirs, c'est assez dur à supporter. Et de toute évidence ici le personnage de Yetu a vraiment beaucoup de mal, et il y a un genre de rituel qui arrive tous les X temps où ils se rassemblent et Yetu retransmet la mémoire, les souvenirs à tout le monde pour se rappeler justement de l'histoire, et après elle est censée récupérer tous ces souvenirs et les autres personnes sont déchargées de toute cette mémoire. Mais ici il y a un élément qui diffère parce que Yetu, elle se sent tellement mieux libérée de tout le poids de ses souvenirs qu'elle va en fait ne pas faire revenir les souvenirs en elle, et qu'elle va partir. Elle va quitter sa famille, ses congénères, et elle va remonter en direction de la surface. Donc on a cette histoire, ça c'est un peu pour le contexte, je vais m'arrêter ici. Du coup on va suivre Yetu qui remonte à la surface, qui va faire une rencontre inattendue avec une humaine, donc quelqu'un comme nous qui a 2 jambes. Elles vont échanger, etc. Et on va un petit peu voir
cette relation qui va se développer, qui va évoluer entre ces deux personnages. Il va y avoir une grande réflexion aussi de cette rencontre sur la vie de Yetu, sur l'histoire, sur sa famille, donc les sirènes de manière générale. Dans l'ensemble, c'est un livre qui est assez intéressant, donc il y a des thématiques très intéressantes, notamment toute l'histoire de ces femmes qui ont été jetées par-dessus bord comme ça à chaque voyage parce qu'elles étaient enceintes. J'ai bien aimé l'histoire du fait de se dire voilà, ces femmes, qu'est-ce qui a pu leur arriver? Oui, d'office elles ont dû mourir, mais ici, imaginez une autre fin, qu'elles ont pu survivre, qu'elles ont pu trouver un refuge dans les abysses, qu'elles ont pu continuer à vivre. C'était une idée qui m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup apprécié cette façon de voir les choses. Les thématiques aussi sont importantes parce qu'on a clairement la thématique de la mémoire, du souvenir, de l'importance aussi de se souvenir des choses du passé parce que ça a un impact sur la vie de tous les jours, de la vie présente bien entendu. Donc il y avait quand même des bonnes choses, des bons éléments. Après c'est un livre vraiment tout petit, 220 pages où c'est écrit assez grand, donc ça se lit vite. C'était un assez bon moment de lecture, c'était agréable, c'était fluide. J'ai lu assez vite cette petite lecture, maintenant sans plus. J'ai pas non plus été super emportée par cette histoire. J'ai été touchée par l'histoire de ces femmes bien entendu, mais voilà, ça m'a pas non plus chamboulée complètement. C'était un moment agréable, mais comme je l'ai dit, sans plus. Alors j'ai également lu celui-ci qui est donc Le parfum de l'impératrice, le premier tome qui est L'archipel aux éditions Gulfstream. C'est écrit par Leslie Tanguy. Le livre est absolument magnifique, on est d'accord. Je l'ai acheté à sa sortie et du coup je me suis décidée à le lire, surtout que c'est un des livres qui a été sélectionné, un 12 livres pour 2023. Il en faisait partie, donc ça c'est la lecture que j'ai faite parmi ces livres choisis pour le mois de juin du coup. Donc je suis toujours à jour dans mon petit planning, j'ai lu 6 livres de ces 12 livres, on est au mois de juin donc je suis dans les temps. Du coup, c'est une lecture mitigée également. Cette semaine, j'ai quand même fait plus de lectures mitigées que d'habitude. D'habitude, c'est souvent des très bonnes lectures. Après, je suis assez bon public, j'avoue. Il faut vraiment beaucoup pour me déplaire, vraiment beaucoup. En général, ça se passe bien. Bon, pour celui-ci, je vous explique. Donc on est sur l'archipel où l'empereur a établi des lois extrêmement strictes parce qu'il y a eu un gros affrontement il y a des années et des années entre les kraken et les léviathans qui du coup ont un petit peu mis le bazar et les survivants ont dû partir. Ces survivants donc ont trouvé refuge sur l'archipel et depuis il y a des lois extrêmement strictes parce qu'on comprend bien que cet affrontement a eu lieu parce que les humains débordaient au niveau de l'environnement de manière générale. Du coup, on se trouve ici sur cet archipel et il va y avoir un concours de parfums qui va être organisé afin de rendre un petit peu le sourire à l'impératrice qui a beaucoup de peine pour l'instant. Je vous dis pas pourquoi, mais voilà, elle vit une situation difficile, elle a du mal à s'en remettre, donc on décide de proposer de faire un concours de parfums, ce parfum qui lui serait donc destiné et qui le but serait d'un petit peu soulager sa peine. Et on va suivre donc Nimue, qui est une jeune femme qui est apprentie dans la compagnie du thé et elle veut absolument participer à ce concours afin, évidemment il y a un prix, voilà, je ne trouvais plus mon mot. Il y a évidemment un prix pour les gagnants de ce concours et elle a comme objectif d'ouvrir sa propre boutique de thé. Donc le prix de ce concours serait bienvenu pour ses projets. Elle va faire équipe avec d'autres personnages. Donc il y a Lugan qui est un spécialiste des parfums, qui est un personnage très très renfermé, un peu asocial comme ça, vraiment dans son monde, très solitaire, fermé. Et on a aussi Tidorel qui est un affichiste et qui lui est tout le contraire. Donc il est extraverti, il est enjoué, il est un peu
fantasque comme ça. Bref, deux caractères complètement différents qui vont faire équipe avec Nimue. Et eux, pour leur parfum, ils vont décider de se lancer à la recherche d'une fleur légendaire pour pouvoir confectionner un parfum incroyable et gagner ce concours. Le seul souci, c'est que cette fleur légendaire, elle se trouve pas évidemment sur l'archipel. Elle se trouve par-delà les océans. Mais, étant donné qu'il y a des lois très strictes établies par l'empereur, une de ces lois, c'est qu'il est interdit de quitter l'archipel. Donc on n'a pas le droit de partir comme ça à l'aventure. Et évidemment, le trio va se lancer dans cette aventure et va décider de quitter l'archipel et de partir trouver cette fleur. Ça, c'est au niveau de l'histoire. Ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai beaucoup aimé... Bon, déjà, la couverture, elle est magnifique. Ça, c'est un plus, il faut le dire. Oh, sinon, j'ai bien aimé la plume de l'autrice qui est très fluide. C'est très bien décrit. Vraiment très bien décrit. C'est ça qui pourrait peut-être ne pas plaire à tout le monde parce que il y a beaucoup de descriptions. Elles sont très précises. Elles nous plongent vraiment bien dans l'univers du livre, l'univers des parfums, l'univers des senteurs. Mais à mon avis, moi ça a été... Mais ça pourrait peut-être déranger certains lecteurs parce que c'est quand même beaucoup de descriptions. Donc il y a cet aspect-là. Moi, celui-là ne m'a pas dérangé. Justement, on est bien immergé dans cette histoire. Il y a aussi un aspect très poétique dans cette écriture, donc ça m'a beaucoup plu. Les pages se sont vraiment tournées. Le livre, ok, il est pas épais non plus. Il fait 300... On va dire 320-330 pages. C'est pas énorme, mais les pages se tournent toutes seules. Je l'ai lu très rapidement parce que j'étais bien dans cette écriture. Ça se tourne avec beaucoup de facilité, avec beaucoup de rapidité. Donc bon point à ce niveau-là en ce qui me concerne, bien entendu. J'ai beaucoup aimé l'univers. L'univers de cet archipel, le précédent avec les kraken et les léviathans, l'importance du parfum, tout cet aspect. Après, quand ils vont partir dans leur quête, il y a des aventures, etc. Donc j'ai bien aimé cet univers, mais dans ce premier tome, il est quand même très introductif. Il y a certaines longueurs aussi dans ce premier tome, notamment toute la première moitié. C'est assez lent, c'est assez long à se mettre en place. Dans la seconde partie, là, ça se développe un peu plus, ça avance un peu plus, il se passe plus de choses, le rythme est plus rapide, mais vraiment, il y a toute une première partie où, eh bien, on passe beaucoup de temps avec les personnages, à les découvrir, etc. C'est bien, mais l'action, elle est vraiment laissée sur le côté. Du coup, oui, ça met du temps à démarrer. Donc, il y a cet aspect-là également. J'ai apprécié plein d'aspects de cette histoire. Il y a vraiment des bonnes choses là-dedans. Hein. Comme je vous l'ai dit, l'univers m'a beaucoup plu, la plume, la manière de d'écrire m'a beaucoup plu. Il y a aussi tout ce qui est au niveau des thématiques, parce qu'après il va y avoir un aspect piraterie qui va être présent dans cette histoire. Les kraken, les léviathans, tout le côté aventure qui va s'enchaîner, bon, qui est moins présent. Du coup, j'espère que dans le second tome, ce sera beaucoup plus axé sur la quête et l'aventure. Donc il y a quand même des bonnes choses là-dedans, hein. Tout l'univers du thé aussi qui est vraiment bien amené. Par contre, il y a plusieurs fois où j'ai été vraiment perdue, j'ai pas compris les réactions et les actions des personnages. À mon sens, les réactions n'étaient pas logiques au vu de leur caractère et au vu de la situation dans laquelle ils étaient. Nimue, par exemple, c'est une jeune fille, elle est orpheline, donc elle a une sœur et c'est sa tante qui s'occupe d'elle. Jusque-là, tout va bien. Et elle est à fond dans l'univers du thé, elle est passionnée par ça. Elle a lu plein de choses, c'est une fille qui est savante, qui est intelligente, hein, mais qui est aussi très respectueuse des lois, très respectueuse des principes, très respectueuse aussi de l'image qu'elle renvoie, qui pourrait du coup affecter sa famille, mais aussi sa patronne dans son travail et tout ça. Donc elle est vraiment très rangée, c'est une fille qui marche dans les clous, on va le dire comme ça. Et ici... elle veut participer à ce concours. Les deux personnages de Lugen et
Tidorel, il lui propose d'aller chercher une fleur légendaire, mais qu'il faut braver tous les interdits de l'archipel. Et elle fonce. Elle va, enfin, elle se dit pas non, en fait c'est illégal, je peux pas me lancer dans cette aventure. Elle se le dit 30 secondes et puis à la 31e seconde, elle dit ok, c'est bon, je pars avec vous. Donc ça va, moi j'ai pas trouvé ça logique, ça va complètement à l'encontre de son caractère. On peut changer d'avis, mais il y a quand même du coup une réflexion un peu plus profonde. Là, il lui propose le truc, elle hésite 2 secondes et puis elle dit oui, ok, c'est bon, allons-y, partons. Elle se rend pas compte aussi de l'influence que ça va avoir, parce que si c'est interdit, c'est pour une bonne raison, et du coup, si on les attrape, il y aura des répercussions importantes. Elle pense pas du tout à ça, sauf au moment où les choses vont mal se passer, parce qu'évidemment, il va y avoir des choses qui vont mal se passer, et là, elle va se remettre complètement en question en disant « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Enfin, c'était pas bien, j'aurais peut-être pas dû. » Il y a des choses où j'ai pas compris les réactions de ces personnages. À un moment donné, ils vont arriver chez des pirates. Là aussi, j'ai trouvé qu'il y avait des réactions aussi bien du pirate que de Nimue qui étaient pas logiques. Il va arriver quelque chose aussi à Lugen, qui lui aussi est un personnage au début qui est très renfermé, qui s'exprime très mal avec les autres êtres humains, on va dire. On voit que c'est un personnage qui a l'habitude d'être très solitaire et qui a été un petit peu traumatisé dans son passé, donc il a du mal avec les rapports sociaux de manière générale. C'est le personnage qui s'efface et qui suit de manière générale les autres sans donner vraiment son avis, et tout d'un coup il va lui arriver quelque chose de extrêmement traumatisant, extrêmement brutal, que j'ai pas compris non plus. Je vous dis pas quoi, mais si vous le lisez vous verrez. J'ai pas compris pourquoi on devait passer par cette action extrêmement violente qui, à mon sens, n'apporte pas non plus grand chose à l'histoire. Après, faut voir, peut-être que dans le 2e tome, je vais me dire, ah oui, ok, c'était pour ça. Mais en tout cas, dans ce tome-ci, je trouve que c'était pas indispensable de passer par ça. Et là, eh bien, son caractère va complètement changer. Il va devenir beaucoup plus affirmé, beaucoup plus à donner son avis. Enfin, de nouveau, il va complètement se transformer. Et c'est inattendu parce qu'au vu de ce qu'il a vécu, il y a le choc de cet événement, et lui, il a pas l'air choqué, et il continue à vivre sa vie en mode bon, c'est pas grave, faisons abstraction, on a des choses à faire. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça où je me suis dit c'est pas normal de réagir de cette façon. Donc voilà, il y a ces petites choses qui m'ont dérangée parce que j'ai pas trouvé ça crédible, mais à côté de ça, il y a d'autres choses très intéressantes. Je pense que cette histoire a du potentiel. J'espère, voilà, comme je vous l'ai dit, j'espère que ça va un petit peu plus évoluer, avancer dans le bon sens dans le 2e tome, que je lirai parce que du coup je suis curieuse et j'aimerais bien que ça prenne un tournant du coup plus intéressant, et aussi oui, qu'il y ait plus d'action, que cette histoire parte enfin. Parce que là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a aussi des éléments où ça partait un peu dans différents sens, et on comprend pas trop bien pourquoi ça part dans un sens, pourquoi il faut faire ci, on découvre telle information, mais ça tombe un petit peu comme un cheveu dans la soupe. Bref, c'était assez particulier. Mais voilà, je lirai très certainement le 2e tome, parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont plu. Je pense que ça peut être très sympa comme histoire, mais à voir évidemment comment ça va être abordé dans le 2e tome. Donc voici pour cette histoire. Également une lecture un peu en demi-teinte comme je vous l'ai dit. Alors j'ai également terminé celui-ci, Fandom, le 1er tome de Hanade aux éditions Pocket Jeunesse. Ça c'était ma lecture en cours, en tout cas une de mes lectures en cours de la semaine passée, donc vous l'avez vu normalement. Je l'ai terminé. C'est une belle brique de plus ou moins de 480 pages. Donc voilà. Alors, au niveau de cette histoire, c'est assez partagé également.
nous sommes dans une histoire qui m'intéressait beaucoup quand j'ai lu un petit peu le résumé, quand j'ai vu de quoi ça allait parler. Donc en fait, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Violette et son groupe d'amis, ses 2 amis et son petit frère, qui sont fans absolus d'un livre qui a été adapté en film qui s'appelle La danse des pendus. Et voilà, elle a déjà lu des centaines de fois le livre, elle a vu le film aussi des centaines de fois. Ils sont spécialisés, elle et son petit frère, dans cette histoire qu'ils adorent. Et un jour, il y a un événement, le Comic Con, je pense, un truc comme ça. Ils s'y rendent déguisés avec les personnages de ce film, hein, leur héros préféré. Et en se rendant à cet événement, il va y avoir un accident. Et en fait, ils vont se réveiller, plonger dans cette histoire, donc dans la danse des pendus. Donc l'idée est super intéressante, hein, de se retrouver comme ça plongé dans une histoire qu'on adore, dont on est fan. Je trouvais ça très très sympa. On va suivre donc ces personnages. Dès leur arrivée, il y a une chose qui va changer par rapport à l'histoire originale. Donc cette histoire originale, ça se passe dans un monde, comment dire, où la société est coupée en 2, on va dire. Donc d'un côté, il y a des humains qui sont considérés comme des esclaves, et de l'autre côté il y a d'autres individus qui ont été génétiquement améliorés par le gouvernement, et du coup ce sont des êtres humains qui sont vraiment parfaits au niveau physique. On les a améliorés comme ça de génération en génération, et c'est eux qui ont le pouvoir. Donc les humains ont été asservis, ils leur servent d'esclaves, ils sont extrêmement maltraités, on les pend pour un oui ou pour un non, donc c'est une vie extrêmement dangereuse. Et de l'autre côté, on a ces personnes génétiquement modifiées qui sont absolument parfaites et qui mènent une vie de rêve. Et dans l'histoire, il y a une jeune fille qui s'appelle Rose, qui fait partie de ces humains, de ces esclaves, qui va essayer de faire changer les choses, évidemment, parce que parmi les esclaves, il y a un groupe de rebelles qui essayent de bousculer et d'inverser le pouvoir en place. Cette Rose, elle a un objectif, une mission, qui est justement de faire changer tout ça, et elle va arriver à faire changer tout ça, dans l'histoire en tout cas, en touchant un des personnages principaux, donc un des personnages génétiquement modifiés, qui va tomber amoureux de cette Rose, et du coup ça va un petit peu chambouler toute l'histoire. Donc en gros c'est ça. Et ici, quand Violette et ses amis vont arriver, ils vont arriver à un mauvais moment, parce que à cause de leur arrivée, le personnage de Rose qui est changé, bousculer tout ce monde fictif, va être tué. Et du coup ça ne plaît pas aux rebelles, bien entendu. Et c'est du coup Violette qui va devoir jouer le personnage de Rose et s'arranger en fait pour que l'histoire suive son cours comme telle qu'elle est à la base, pour rétablir les choses, pour avoir le happy end, etc. Donc évidemment, il y a une énorme pression qui pèse sur ses épaules, hein, parce que elle connaît le film par cœur, mais dans ce monde, elle risque sa vie. Les rebelles, ils sont pas non plus super tendres avec elle, et elle doit rejouer en fait l'histoire et s'arranger pour que le personnage, le héros principal masculin, dont Rose fait un petit peu chambouler le cœur dans l'histoire, eh bien elle doit s'arranger pour amener au même résultat, pour que les rebelles soient vainqueurs. Ça c'est l'histoire en gros, j'espère que je suis claire. Et du coup, on va suivre Violette et son frère et ses 2 amis dans ces aventures-là. Donc ça c'est pour l'histoire. Je crois que je vais m'arrêter là pour un petit peu l'explication de l'histoire. J'ai trouvé ça quand même assez long. 480 pages, c'est quand même beaucoup. Il se passe pas mal de choses. Là, c'est pas un problème d'action parce que l'histoire commence très vite. Ils sont directement projetés dans cet univers de la danse des pendus. Les choses se mettent en place et il y a de l'action vraiment très souvent, et
et c'est fluide au niveau de la lecture, ça avance. Mais je sais pas, j'ai trouvé ça par moments assez long, assez pesant. Peut-être des actions qui n'étaient pas nécessaires. Je pense que cette histoire aurait pu se clôturer beaucoup plus rapidement. Il y a des rebondissements parce qu'il y a des choses auxquelles je m'étais pas attendue non plus par rapport à certains personnages principaux qu'on va suivre ici. Après c'est vrai que ce livre, j'ai passé un bon moment, mais ça m'a pas non plus, c'était pas une excellente lecture, c'était un bon moment de lecture mais sans plus à nouveau. Il y a pas mal de clichés en fait dans cette histoire. Au niveau des personnages de manière générale, donc Violette ici c'est le personnage de la jeune fille qui est pas sûre d'elle, qui a sa meilleure amie qui elle est une blonde, jambes élancées, enfin qui a un physique incroyable et qui a toujours été sous le feu des projecteurs. Quant à elle, elle était plus effacée, un petit peu dans son ombre, ce qui fait qu'elle a un manque de confiance en elle vraiment flagrant. La relation entre ces deux amies va évoluer au fil de l'histoire parce qu'il y a aussi des choses un peu bizarres parce qu'elles sont censées être les meilleures amies du monde, mais il y a quand même des choses qui vont se passer qui se font pas entre les meilleures amies du monde, même si on vit des moments difficiles. Là, il se passe des choses qui sont inacceptables en fait. Donc c'est assez particulier à ce niveau-là. Le personnage que j'ai bien aimé, c'est son frère, le frère de Violette, qui est un personnage qui a beaucoup d'humour, qui est intelligent et tout, qui se débrouille assez bien dans cet univers dans lequel ils sont tombés, qui est un univers brutal et violent. Mais pour les autres personnages, j'ai vraiment pas eu vraiment d'attachement. J'ai pas eu vraiment d'attachement pour eux. Oui, je trouve que il y avait des choses qui n'allaient pas. Il y a des choses que j'ai pas vraiment appréciées de manière générale. L'histoire aussi dans cette danse dépendue, l'histoire d'amour qui va en découler, elle est absolument pas crédible. Elle est même assez malsaine. Il y a un autre personnage qui à la base est un personnage secondaire qui va prendre un petit peu d'ampleur, qui est le personnage de Ash, qui va se rapprocher de Violette. Celui-là, j'ai bien apprécié parce que ça, c'est un personnage qui est qui a un bon fond, qui est intéressant, qui est intelligent, qui amène quelque chose dans l'histoire, mais le personnage masculin principal, c'est une coquille vide ce personnage, donc c'est un peu bizarre d'en faire tout un foin pour un personnage aussi vide et aussi en retrait, qui prend aucune décision, qui reste dans l'ombre, enfin... Il y a un bug au niveau des personnages de manière générale. Après l'histoire du pourquoi ils se retrouvent plongés dans cet univers, etc. Il y a des petits signes qui m'ont fait penser à une hypothèse qui s'est effectivement révélée exacte. Je vous dis pas comment ça se fait qu'ils se retrouvent plongés dans cet univers, mais c'est extrêmement tordu quand on a toute l'explication. Ouais, c'est super tordu. En fait... moi, j'imaginais bien le côté détaché de son corps suite à l'accident. Ça s'est révélé exact. Mais après, ça va plus loin avec un des personnages méchants de cette histoire, si on veut, je vais le dire comme ça, qui en fait a un objectif et c'est lui qui a généré ce transfert de Violette et ses habits dans ce monde. Enfin, ça m'a un peu perdue. J'ai pas trouvé ça crédible, j'ai pas bien compris le truc même. Du coup, c'était très bizarre. Il y a un tome 2, je lirai le tome 2 pour ma curiosité. Le mot a eu du mal à arriver. Pour ma curiosité, parce que du coup, ça se termine d'une façon... qui donne envie de lire la suite, parce qu'en plus ici ça a un rapport avec le seul personnage que j'ai apprécié, qui est le petit frère, donc j'aimerais bien savoir ce qui va lui arriver. Du coup je vais lire le second tome, mais c'est vrai que sans ça je sais pas si j'aurais continué le second tome. Et une fois que je les aurais lus, je sais pas si je les relirai un jour, parce que voilà, j'attendais vraiment quelque chose de très... peut-être de trop spécial, de trop waouh, et ça n'a pas pris la direction que je voulais. L'idée de base, elle est géniale. J'ai adoré cette idée de se retrouver plongé dans un univers qu'on adore, avec un monde
dangereux, etc. Ça, j'ai beaucoup apprécié, mais ça n'a pas été exploité peut-être d'une façon que moi j'apprécie. Après, je l'ai lu, hein, c'est pas ça, mais c'est vrai que c'est une lecture où j'étais pas à fond dedans et j'avais pas envie d'y retourner toutes les 30 secondes en me disant allez, encore un chapitre, parce que j'ai vraiment envie de savoir la fin. Au vu de tout ce que je vous ai dit, les longueurs, etc., le problème des personnages, le manque de crédibilité, etc., etc., bah il y a des choses qui font que, toutes ces choses font que je n'étais pas à fond dans cette lecture, et ce qui fait que ça m'a pris quand même un petit moment avant de le terminer. Donc ça joue aussi. J'espère que le second tome sera différent, qu'il apportera un souffle nouveau et que je vais l'apprécier. Du coup, on verra. C'est pas prévu que je le lise tout de suite non plus, parce que je vais laisser passer un petit peu de temps, vu que c'est une lecture très mitigée ici, je vais laisser du temps. Donc voilà, à voir pour le second tome. Et nous allons terminer avec celui-ci qui est Le couvent des Pascalines, les accoucheuses de Alex Soll. C'est en auto-édition. Et moi je l'ai pris en version reliée parce que je la trouvais très jolie et en plus elle est pas beaucoup plus chère, donc c'est un petit livre qui se lit vite. Parce que vous voyez c'est très aéré et il y a 200 pages, 230, 200 combien, 220 pages. Donc je l'ai lu hier tranquillement en fin de journée et c'était terminé. Et j'ai beaucoup apprécié. Bon après attention, si vous êtes enceinte, je vous le déconseille fortement. Ne vous lancez pas là-dedans parce que c'est assez violent, même trash, on peut le dire. Donc ici, en fait, on va suivre un personnage féminin principalement, hein, qui est Louise, qui a 17 ans, qui est une fille aisée, hein, fille d'un homme et d'une femme qui ont de l'argent, qui font partie de la bourgeoisie. Et cette Louise, eh bien, elle était amoureuse d'un certain Gustave et du coup, une chose en entraînant une autre, elle s'est retrouvée enceinte. Évidemment, en 1871, ça fait tâche. Du coup, il a été décidé que cette Louise serait envoyée dans le couvent des Pascalines. Donc, ses sœurs accueillent des jeunes femmes dans sa situation et s'arrangent pour qu'elles terminent leur grossesse tranquillement, accouchent les jeunes filles et ensuite font en sorte de faire adopter les bébés. Donc cette Louise, cette situation lui convient parce que de base elle n'avait pas l'intention de garder ce bébé. Elle se trouve dans ce couvent et c'est un environnement assez particulier avec toutes ces nonnes, mais de manière générale au début ça se passe assez bien. Donc elle arrive à la fin de sa grossesse, il lui reste encore une bonne semaine, quelque chose comme ça. Et le truc c'est que elle constate qu'il se passe que le couvent, il se passe des choses étranges. Donc, elle comprend bien que l'argent commence à manquer et que les sœurs se privent en fait de nourriture et d'autres choses pour leurs pensionnaires, que l'accent est vraiment mis sur ces femmes et principalement sur leurs bébés, parce que les bébés qu'elles font adopter, c'est ça qui leur ramène de l'argent. Donc c'est un peu malsain aussi cette façon de penser. Ici Louise, c'est son père qui l'a envoyée là, son père qui a de l'argent, donc elle a un statut assez particulier parce que elle sait très bien qu'on va tout faire pour la soigner aux petits oignons, que tout se passe bien pour elle parce que c'est son père qui paye et s'il y a quoi que ce soit, eh bien il y aura de grosses répercussions. Et comme le couvent est vraiment dépendant de l'argent de ses pères fortunés, parce qu'il y a d'autres jeunes filles aussi qui arrivent et qui ont pas d'argent, qui ont pas de famille riche, du coup elles sont un petit peu moins bien, elles ont un statut moins intéressant, je trouve pas mon mot, mais bref, c'est pas la même situation. Ici Louise, elle se croit intouchable parce que justement son père paye pour que tout se passe bien. Du coup elle est très à l'aise et un beau jour on va lui amener une autre jeune fille qui va partager sa chambre et elle est pas contente. On sent que c'est une fille assez capricieuse qui est habituée à avoir tout ce qu'elle veut, qui est aisée, etc., qui dénigre aussi les jeunes filles qui arrivent et qui n'ont pas les mêmes moyens qu'elle. Et il va se passer quelque chose dans ce couvent, quelque chose
malsain et de très louche, parce que étant donné que les sœurs manquent de plus en plus d'argent, elles s'arrangent pour que les accouchements, enfin les jeunes filles qui sont presque à terme en fait accouchent plus tôt, pour pouvoir avoir plusieurs bébés à faire adopter et avoir de l'argent. Et on se rend compte que la situation, elle devient en fait hors de contrôle, parce que il faut de plus en plus d'argent et les jeunes filles en fait sont clairement en danger, parce que les accouchements se passent pas bien, se passent pas de manière naturelle, et la mère n'a vraiment aucune importance. Ce qui compte, c'est le bébé. C'est le bébé qui représente l'argent. Donc s'il faut choisir entre la mère et l'enfant, eh bien le choix est très vite fait. Donc vous voyez un petit peu l'ambiance. Je m'arrête là pour le contexte, mais du coup on va avoir cette Louise qui va réaliser tout ça. Elle va réaliser du coup qu'il y a un réel danger. Elle se pensait intouchable, mais en fait les choses sont tellement dans un état catastrophique que le danger la concerne aussi. Évidemment, sa grossesse, elle arrive à terme, donc elle va bientôt être confrontée à cette situation et elle craint vraiment pour sa vie, et elle a raison de craindre pour sa vie. Ça, c'est pour l'histoire. Donc voilà, j'ai lu ce livre que j'ai apprécié. Après, c'est très très sombre, hein. Comme je vous l'ai dit, c'est sombre, c'est sanglant, c'est violent. Ça donne tout à fait une autre image des bonnes sœurs dont on a l'habitude, hein. Enfin, il y a pas mal d'histoires sur les bonnes sœurs, mais généralement ce sont des femmes bienveillantes qui feraient pas de mal à une mouche. Ici, c'est pas du tout ce qui se passe, vraiment pas du tout. On part dans un truc glauque et sanglant à souhait. On va suivre cette Louise tout du long, et franchement je me suis attachée à Louise. Allez, j'étais à fond avec elle, parce que finalement c'est qu'une jeune fille de 17 ans qui est tombée enceinte, et du coup elle est confrontée à des choses extrêmement graves, extrêmement dangereuses. Il y a toutes ces certitudes qui volent en éclats, et elle doit lutter pour sa vie. J'étais à fond avec elle, et je vous dis pas, mais il y a plein de rebondissements. Plein de rebondissements, et ouais, c'était une bonne lecture. Ça, j'ai apprécié, avec plein d'accents sur attention, ne vous lancez pas là-dedans si vous êtes sensible, si vous êtes enceinte, même si à la limite vous venez d'avoir un petit bébé, c'est peut-être pas une bonne idée, parce que c'est des sujets très difficiles qui sont abordés, et c'est fait d'une manière extrêmement brutale. Donc voilà, une lecture intéressante. J'ai bien aimé l'ambiance. Il y avait d'autres livres de cette autrice, et apparemment ça a l'air d'être aussi un peu dans le même style, des trucs assez dark, assez trash. Donc première expérience qui a fonctionné avec moi. La plume, elle est fluide, elle est agréable. Comme je vous l'ai dit, le livre c'est un fin livre, hein, donc ça se lit extrêmement bien. C'est des petits chapitres courts, et oui, je me suis vraiment beaucoup attachée au personnage de Louise, et c'était une lecture très intéressante. Mais attention. Et voilà, on a fait le tour pour mes lectures faites. Je vais vous parler maintenant de mes lectures en cours. Alors, premièrement, j'ai commencé celui-ci, donc qui est un feu d'artifice mortel, une enquête de Loveday et Ryder aux éditions HarperCollins. J'ai perdu mon marque-page. C'est pas grave. Aux éditions HarperCollins Poche. C'est écrit par Faith Martin. C'est la 5e, je crois, enquête. Parce que moi, je les lis en poche, donc ils sortent après les livres grand format, bien entendu. Oui, c'est le 5e. Et j'adore ce duo d'enquêteurs. On est dans les années 1960 ici, du côté de Londres, me semble-t-il. En tout cas, c'est en Angleterre. Et on suit un coroner, ancien médecin, et une jeune inspectrice. Donc il y a aussi la différence d'âge. Lui, c'est un homme d'expérience, qui est très posé, qui est très réfléchi. Elle, c'est une jeune fille qui vient d'entrer dans la police, et auquel on n'accorde pas beaucoup de crédit. Enfin, elle est jamais dépêchée sur les enquêtes, parce que c'est une femme. Et en fait, ce coroner, il voit qu'il
qu'elle a du potentiel et du coup il l'associe à ses enquêtes et c'est toujours un moment très très chouette. Je suis toujours dans cette lecture, donc Six of Crowns, le deuxième tome, La Cité corrompue de Les Bardugo aux éditions Le Livre de Poche. J'ai dépassé la moitié, comme je vous l'ai dit, je me régale avec cette lecture. J'avais adoré le premier tome et je suis contente de continuer les aventures de Kaz, Inej, Jesper, Nina, etc. Poursuivre, c'est toujours dans la même ambiance, il se passe plein de choses, on ne s'ennuie pas malgré la taille parce que c'est vraiment pas écrit grand, hein. Je vous montre, vous voyez c'est écrit tout petit. Le livre fait plus de 600 pages, 650 pages, donc là je suis à 389, j'ai passé la moitié et ça se lit vraiment très bien en fait. C'est vraiment une très très bonne lecture. Donc il y a celui-ci. Alors j'ai également cette lecture qui est L'Ascension des Dragons aux éditions Plume Blanche, écrit par Marion Aubry. J'ai un petit peu avancé, je suis à la page 47 et 47 je sais pas trop vous en parler mais franchement pour l'instant j'aime assez bien. Donc je vais continuer. Le livre est magnifique, hein, je vous l'avais montré déjà, la couverture est très belle et à l'intérieur à chaque fois on a des choses comme ça, vous voyez, il y a un dragon à l'arrière, il y a des petits éléments au-dessus des pages, hop, et en dessous aussi comme ceci. Bref, très beau livre en lui-même et je continue donc cette lecture. J'ai commencé hier soir celui-ci, Belladonna, de Adeline Grace aux éditions de Saxus, qui est un livre que j'avais reçu pour mon anniversaire. Je l'ai en édition collector reliée, donc il est super beau. J'ai pas lu beaucoup parce que j'ai lu un petit chapitre avant de dormir et je me suis lancée donc dans celui-ci qui me tente depuis sa sortie du coup. Et je vais également commencer, mais j'ai pas encore commencé, mais je vous le montre, c'est un Cozy Mystery. Ils étaient 7 de C.A. Larmer aux éditions Le Cherche Midi, qui est un livre que j'ai emprunté à ma sœur. Donc ça faisait un moment qui me faisait de l'œil. Déjà à sa sortie, je m'étais dit que j'allais le prendre, mais je l'ai pas fait vu que c'est elle qui l'a acheté. Donc ici maintenant, je vais le découvrir. J'en ai entendu beaucoup de bien. Elle-même l'a beaucoup apprécié aussi. Donc voilà, je ne me suis pas encore lancée. J'ai juste mis le marque-page à la première page, mais c'est une lecture que je vais démarrer. Je viens de constater en faisant le montage que je vous ai pas parlé d'un livre que j'ai lu parce que je l'ai déjà rendu. C'est Nécro de Stephen King aux éditions Albin Michel. C'est les petits livres comme ça qui sont des petites nouvelles. Donc j'ai oublié de vous parler de cette lecture parce que je l'avais empruntée à ma sœur et je l'ai déjà rendue. Donc je vais vous en parler ici. Donc dans cette lecture en fait on va suivre le personnage de Michael Anderson qui est un journaliste qui n'a pas la carrière qu'il espérait. Il s'occupe en fait de la rubrique nécrologique d'un journal type journal à scandale. Il a une plume assez acide comme ça. Et un jour, eh bien, il va se rendre compte qu'il a le pouvoir de tuer les gens en rédigeant leur nécrologie. Du coup, tout va un petit peu s'enchaîner. Ce livre est extrêmement court. C'est un livre qui fait 100 pages, donc il se lit très vite. Je vais pas plus développer ici au niveau de l'histoire, mais cette petite nouvelle m'a vraiment bien plu. C'était un moment agréable que j'ai passé avec ce livre. Je continue à poursuivre les œuvres de Stephen King de toute évidence vu que celle-là a été également lue. La thématique est intéressante comme toujours, hein. Le pouvoir est assez étonnant et ça pose du coup pas mal de questions et ce talent est aussi à double tranchant, en tout cas va s'avérer à double tranchant, je ne vous en dis pas plus. Mais du coup voilà, il y a eu cette lecture qui a été faite aussi, je vais vous mettre la petite miniature comme ça vous verrez à quoi ça ressemble. Donc ça c'était pour ma dernière lecture faite plutôt de cette semaine. Et dernière chose dont je voulais vous parler, je vous avais montré il y a quelques temps les marque-pages de la chaîne que j'avais fait. Ici on a le dos avec des petites fleurs et le devant ici avec l'image de la chaîne
Et la petite phrase en rapport avec la lecture, bien entendu. J'ai eu des personnes qui m'ont dit qu'elles étaient intéressées par ces marque-pages. Du coup, sachez que je les ai mis sur mon Vinted. Donc je vais vous laisser le lien de mon Vinted dans la barre d'infos. Comme ça, si vous intéresse, et ben vous avez plus qu'à aller vous diriger de ce côté-là. Voilà. Et voilà, nous avons fait le tour de mes lectures faites, mes lectures en cours. Oui, pour cette semaine, comme vous l'avez vu, il y a pas mal de lectures où c'était plutôt mitigé. Ça arrive aussi. Après, il y a toujours moyen de tirer du positif de ces lectures mitigées. C'est jamais que négatif. Donc voilà, je vais continuer sur mes lectures en cours. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des petits likes, des petits commentaires, qu'on discute un peu livre. Si vous avez lu ce que je vous ai présenté, dites-moi ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresserait de savoir, que vous les ayez adorés ou pas, hein, dites-moi. Dites-moi aussi ce que vous êtes en train de lire. Bref, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Si vous n'avez pas envie de discuter, vous pouvez me laisser des petits emojis aussi, ça fait toujours plaisir. Donc moi je vous laisse ici, je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous dis à très bientôt et que tout se passe bien pour vous.